venant de vendre à l'Égypte, soutenu, financé par l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, et les Émirats. C'est l'Arabie et les Émirats qui vont financer une partie du contrat. L'autre partie du contrat, mais là je vais vraiment être très méchant, vous savez que c'est 50% est financé par les banques françaises à la demande de l'Élysée, avec une garantie d'État de la France. Vous voyez ce que c'est, une garantie d'État, c'est clair. Donc s'il y a un défaut de paiement de l'Égypte, c'est l'État qui paye. L'État, je crois que c'est vous, moi ça n'est plus moi, mais c'est vous. En tout cas la majorité d'entre vous. Et tout cela avec un pays que je connais bien pour le coup, j'y vais très régulièrement, qui est un pays en défaillance totale de paiement, c'est-à-dire qui n'a aujourd'hui aucune ressource. C'est les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui tiennent à bout de bras aujourd'hui le régime du général, maréchal Sissi. Donc le résultat, c'est que nous vendons notre production, on peut dire à crédit, en espérant que l'État, qui n'a aucun moyen, va payer ses traites, ce qui me paraît assez peu crédible aujourd'hui. En tout cas, parce que apparemment, je continue, mais l'Arabie Saoudite et les Émirats apparemment n'ont même pas encore donné leur feu vert pour payer leur partie à eux. Donc vous imaginez la nôtre. Le résultat, c'est qu'effectivement, nous avons une grande victoire industrielle. Je regardais la télévision tout à l'heure à l'hôtel, une grande victoire industrielle, mais qui risque de coûter très très cher aux contribuables français. Tout cela, surtout au-delà de ça, c'était le petit coup de patte au gouvernement, mais au-delà de ça, au gouvernement au pluriel, au-delà de cela, la vérité, c'est surtout que nous avons l'Égypte qui, certes, a un traité de paix avec Israël, qui achète des avions qui sont effectivement le must de la technologie aujourd'hui en termes d'avions, ça c'est sûr, des vedettes qui sont aussi le must de la technologie, avec Israël de l'autre côté, sachant que le président Sisi a d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite et, curieusement, depuis son accession au pouvoir, avec l'Iran. Donc, sur le plan de l'équation stratégique, comme on dit en termes de défense, on finit par s'y perdre. Franchement, on a du mal à continuer à analyser sérieusement, sauf à revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le poids économique, c'est-à-dire qu'en réalité, dans l'équation aujourd'hui, qui est celle de la France et de l'Égypte, le seul point important, c'est en fait le gain financier que représente, en théorie toujours, et surtout l'affichage politique plus le gain financier, que représentent ces ventes. Ça signifie que sur le plan stratégique, ça n'est pas la première fois, c'était le cas en Libye, les pays occidentaux, parce que nous ne sommes pas les seuls, rassurez-vous, à faire cela, les pays occidentaux sont prêts à sacrifier des intérêts stratégiques à moyen et long terme pour des bénéfices à très court terme politiques et économiques. Sur le plan de la gestion étatique, c'est absolument suicidaire aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, j'entends. Bon, peut-être qu'il y a 20 ans et encore, c'était plus facile, mais aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ni la politique de l'État israélien vis-à-vis de Al-Nosra, ni la politique de la France aujourd'hui avec l'Égypte, et j'en passe. Demain, ce sera la Grande-Bretagne, ce sera la même chose. Les États-Unis ont fait, vous vous souvenez, il y a 2 ans, le plus gros contrat d'armement qu'ils n'ont jamais fait avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite étant quand même le premier... Vous enregistrez toujours là. Le premier adversaire, je ne vais pas dire ennemi, le premier adversaire de l'Europe et des États-Unis sur le long terme, sur le moyen terme et sur le long terme, étant le fossoyeur de l'islam, je veux dire l'islam wahhabite est le fossoyeur de l'islam tel que d'autres le pratiquent. Le wahhabisme a tué et est en train de continuer à assassiner l'islam, et assassiner aussi beaucoup de musulmans, et en même temps, on passe avec eux le plus phénoménal contrat d'armement qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire des États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Donc là encore, sur le plan de ces équations stratégiques, on finit par perdre un peu la tête, en tout cas à quitter le milieu. L'autre élément qui me semble important dans ces conséquences, c'est que pendant longtemps, la théorie des relations internationales a voulu qu'il existait ce que l'on appelait une stabilité hégémonique, c'est-à-dire qu'une puissance hégémonique, l'existence d'une puissance hégémonique dans l'ordre international aboutissait à une forme de stabilité hégémonique, c'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, tout le monde se méfiait un peu de l'autre, mais il y en a un qui était capable de faire le gendarme et d'empêcher de taper sur les têtes quand certains essayaient d'émerger. Je schématise. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer en termes de théorie des relations internationales dans une approche complètement inverse qui est celle de l'instabilité hégémonique. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que nous constatons, c'est que l'hégémonie américaine couplée avec une semi-hégémonie
européenne, j'entends vis-à-vis des instances internationales essentiellement, et dans le milieu de l'armement, a créé en réalité une instabilité régionale dans un certain nombre de régions, donc en Afrique du Nord, au Nigeria, etc., toujours pour les mêmes raisons, pour des questions d'affichage politique, de stratégie d'État, de stratégie de puissance des États, qui finalement disparaissent dans les sables de Libye, du Niger ou d'ailleurs. Donc, cette théorie de l'instabilité hégémonique, elle a pour conséquence, cette instabilité hégémonique, de mettre des peuples entre les mains de ce qu'un auteur français appelle les entrepreneurs d'identité, à juste titre, c'est-à-dire tous les autres acteurs qui, eux, récupèrent ces peuples, ces communautés, ces individus qui sont perdus dans cet ordre international et qui sont confrontés aussi au chaos. Parce qu'en réalité, les individus vivent dans la guerre, dans beaucoup de pays, ils vivent dans la guerre, ils grandissent dans la guerre. Donc ces individus-là, à cause de cette instabilité régionale, et on voit en Irak, nous avons vécu en Irak pendant 4 ans, on peut dire que nous étions dans une période de stabilité régionale. L'Irak était un État, certes un État autocratique pour ne pas dire dictatorial, mais en tout cas, les Irakiens avaient une vie normale, je dirais ordinaire, en dépit des sanctions, tant que, évidemment, ils ne contestaient pas le pouvoir du dictateur. Ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, nous sommes passés à une situation d'instabilité totale, si l'on prend le cas de l'Irak, où nous avons non seulement l'État islamique d'un côté, le Daesh, mais aussi une multitude de conflits tribaux, de conflits religieux entre des groupes sunnites et les groupes chiites, etc. Les Yazidis, qui sont malheureusement l'objet, et là je suis très très mécontent sur ce point-là de la communauté internationale, les Yézidis sont l'objet d'un véritable génocide, ça s'appelle un génocide dans toutes les conventions internationales, et à part quelques journalistes éclairés, et encore, parce qu'il y en a qui les qualifient de proto-islamiques. Les Yazidis, je ne sais pas si vous connaissez cette secte religieuse qui vivait dans le nord de l'Irak, qui est assez importante. En tout cas, elle n'est pas du tout islamique. Et les musulmans l'appellent même, les appellent les adorateurs du diable. Bref, donc les Yazidis sont aujourd'hui massacrés délibérément par Daesh, massacrés, c'est-à-dire les hommes assassinés, les femmes kidnappées, violées, etc. Et tout ça sans aucune manifestation. Ça me rappelle autre chose, ça me rappelle le Cambodge des Khmers rouges à une autre époque, je vous en ai déjà parlé ici, sans aucune manifestation d'indignation de la communauté internationale, d'indignation réelle. Je veux dire, c'est bien de dire quoi, on est en train de massacrer des Yézidis, mais ils sont l'objet d'un génocide, c'est-à-dire c'est délibérément pour les faire disparaître de la surface de la planète. Et personne ne bouge. Donc là encore, en termes de puissance, où est la puissance dans l'ordre international? Quand on n'est pas capable d'arrêter un génocide, quand on n'est pas capable même de le dénoncer, c'est-à-dire il n'y a pas eu une résolution présentée au Conseil de sécurité pour dénoncer l'existence d'un crime de génocide. Crime de génocide, ça suppose, il n'y a pas que, parce que c'est vrai pour les chrétiens dans le Nord, mais les Yézidis, c'est une petite communauté, donc c'est plus visible, il n'y a pas eu une seule manifestation aux Nations Unies demandant, réclamant une condamnation. Condamnation voudrait dire tout de même tribunal à terme, et qu'à chaque fois qu'on met la main sur un membre de Daesh, et on en récupère quand même pas mal comme prisonnier, il soit traduit devant un tribunal pour crime de génocide. C'est aussi simple que ça. Mais où est la communauté internationale? Où est la puissance dans l'ordre international? Alors, je vais essayer de terminer. Je vais essayer de terminer. Pour terminer sur cette question de puissance, au fond, mon opinion en tout cas, c'est que cette puissance dans l'ordre international a débouché sur ce qui largement est une illusion de puissance. C'est-à-dire en réalité, nous avons des acteurs qui ont des moyens économiques, militaires, politiques, aux Nations Unies, etc., mais qui en réalité sont totalement démunis face à des situations contre laquelle soit ils estiment ne rien pouvoir faire, soit ils ne veulent rien faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On le voit dans le cas de la Syrie. On a vu des acteurs de cette communauté internationale dans des dérives idéologiques, pour moi, excusez-moi, je suis méchant, mais dans des dérives idéologiques, et je parle des Européens, par rapport au régime de Assad, c'est-à-dire des régimes droits de l'hommistes, humanitaires, etc., au moment où nous avions d'un côté un État policier, un État sécuritaire, qui est celui de Bachar al-Assad, que je connais aussi bien, je connais bien la Syrie, et en face,
des mouvements, plus exactement, terroristes, islamistes. Je parle du début du phénomène, pas seulement aujourd'hui. Et nous avons choisi, effectivement, de soutenir celle que l'on appelait une résistance démocratique, ce qui est formidable. On a vu en Syrie aussi le résultat, en Libye, pardon, une résistance démocratique contre un État souverain au motif que lui était un État dictatorial, était un État sécuritaire. Certes, c'était un État sécuritaire, c'est ni le premier ni le dernier, si vous permettez de le dire dans la communauté internationale, mais le résultat, c'est que nous avons généré effectivement un conflit parce que nous avons choisi un acteur contre l'autre et que nous avons choisi des mouvements dits révolutionnaires, rebelles, démocratiques, etc., comme on veut, contre un État souverain, tout simplement parce que, pour des raisons idéologiques, parce qu'il ne convenait pas à l'idée que l'on se fait de ce que doit être un État démocratique. Effectivement, il n'était pas très démocratique. L'autre exemple aujourd'hui en termes de puissance, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, on est en plein dedans, donc c'est un bon sujet. L'Ukraine, c'est un territoire qui, depuis toujours, dans l'histoire quasiment, a été un territoire tampon entre la Russie, l'Empire tsariste d'abord, puis l'Union soviétique quand il était République soviétique, et la partie ouest de l'Europe, disons, le reste de l'Europe. Les Européens, l'Union européenne et l'OTAN, et surtout d'abord l'Union européenne, ont choisi d'attirer l'Ukraine dans son giron, dans le giron des États dits démocratiques, malgré les menaces de Vladimir Poutine. Poutine avait dit à George Bush, à une époque, il l'avait dit ouvertement, il avait dit le jour où l'Ukraine voudra adhérer à l'OTAN, l'Ukraine n'existera plus. C'est une question purement stratégique, ça n'a rien à voir avec Poutine est-il un bon, un mauvais, un dictateur ou pas, la question n'est pas là, Obama non plus. Rappelez-vous, en avril 1961, un événement qui s'appelait la baie des cochons, si ça vous rappelle quelque chose. Vous vous souvenez sans doute que les États-Unis ont envahi Cuba, en tout cas ont essayé d'envahir Cuba et de renverser le régime castriste. Pour quelle raison? Parce que l'Union soviétique était en train de s'installer à Cuba, sur ses frontières. Aujourd'hui, quelle est la différence en réalité? Alors, peut-être est-ce que les États-Unis, c'est parce qu'ils étaient un État démocratique? La notion de démocratie est non pertinente en matière stratégique. Ça n'a aucun sens, la démocratie sur le plan stratégique. La réponse de Vladimir Poutine a été celle qui serait celle de n'importe quel dirigeant. Ça aurait été Yeltsin à l'époque, ça aurait été la même chose, ça aurait été un tsar, c'était la même chose. L'Ukraine est un territoire qui restera un État tampon, et s'il n'est plus État tampon, il ne pourra basculer que du côté russe. C'est simple. Ils ont annexé la Crimée. Pourquoi a-t-on annexé la Crimée? D'abord parce que la population russe en Crimée est importante, mais aussi parce que les bases navales, la seule base navale principale de la Russie est dans un port de Crimée. Comment est-ce que la Russie pouvait accepter que l'OTAN et l'Union européenne mettent la main sur l'Ukraine, à travers quand même un coup de force sur le plan parlementaire, peu importe, mais mettre la main sur l'Ukraine sur le plan stratégique? Le résultat, c'est surtout, pour revenir à la notion de puissance, c'est que nous avons été un peu comme les coqs. On a crié très très fort, on a roucoulé, on a provoqué la Russie. Vous avez vu le dernier accord, l'accord de Minsk qui vient d'être signé. Pour moi en tout cas, c'est une capitulation en rase campagne de la part des Européens face à la Russie, puisque l'accord de Minsk prévoit que d'ici la fin de l'année, peut-être, il y aura un retour des troupes, un retrait des troupes étrangères d'ici la fin de l'année, sous réserve de modifications constitutionnelles de l'Ukraine qui soient acceptables par la Russie. Ça s'appelle une domination sur le système ukrainien. Deuxièmement, les forces qui doivent se retirer n'ont pas de deadline au sens strict, c'est-à-dire qu'on dit probablement d'ici la fin de l'année, mais ça peut être l'année prochaine, ça peut être en 2017 ou 2018, quand on négocie un accord de retrait de force, et nous l'avons négocié, la France, sur la Syrie, par exemple au Liban, il y a toujours des deadlines, on met des deadlines, là ça n'est pas le cas, et en plus, Poutine a obtenu que, une petite enclave, je vous passe, j'ai pas mis la carte, une petite enclave, qui est un carrefour stratégique en Ukraine entre Russes et séparatistes, plus exactement, et autres Ukrainiens, c'est-à-dire que les forces ukrainiennes qui sont là, soient désarmées, acceptent de baisser leurs armes et donc de livrer le territoire, ce carrefour stratégique, aux séparatistes russes. C'est-à-dire en fait de ramener ce carrefour pour lequel les gens se sont battus, les Ukrainiens des deux côtés se sont battus depuis des mois pour ce territoire, et finalement ils le laissent aux mains des séparatistes et des Russes.
Le résultat pour Poutine, il est total, je dirais, en termes de gains, il est total. Les Européens ne vont pas pouvoir voter des sanctions économiques à nouveau puisqu'il y a un accord de Minsk, même s'ils viennent de voter aujourd'hui des sanctions individuelles contre des Russes, mais il n'y aura plus de sanctions économiques jusqu'à la prochaine étape. L'administration Obama, plus exactement le président Obama, qui ne voulait pas des sanctions, va pouvoir dire à son administration et à son Congrès que finalement on ne va pas livrer d'armes à l'Ukraine comme c'était demandé par l'administration américaine, par son administration, puisque nous avons un accord de paix. Résultat, la Russie de Poutine aujourd'hui est en position dominante sur le dossier ukrainien. C'est une victoire de la Russie. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a prouvé encore une fois sa faiblesse totale, à la fois sa volonté de se montrer, de faire illusion de puissance, et en même temps être incapable sur le terrain d'avoir les moyens de résister à la Russie. Je pense que c'est une approche ordinaire de deux combattants. C'est qu'en général, avant d'agresser l'autre, on vérifie l'état des forces. Ça, en tout cas, c'était autrefois la base. Même à l'époque de Napoléon, c'était comme ça. On vérifiait l'état des forces qui étaient en face. Là, nous sommes montés à l'assaut de l'Ukraine et donc de la Russie, malgré les avertissements russes, sans avoir vérifié auparavant qu'on était en réalité incapable de soutirer l'Ukraine des griffes russes. Et les Russes, la Russie en tout cas, et Poutine, encore une fois, en dehors de tout jugement de valeur sur lui, en termes d'intérêt national russe, Poutine a raison. L'Ukraine ne doit pas tomber, basculer dans le panier de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est une défaite de la puissance majeure pour l'Union européenne, comme, à mon avis, pour l'OTAN pour le moment, puisque l'Ukraine a annoncé qu'elle envisageait d'adhérer à l'OTAN ou qu'elle allait déposer sa candidature, mais à mon avis, elle en a pour au moins 50 ans. Voilà. Dernier petit point avant vos questions tout de même, pour revenir à la notion d'hégémonie, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Il est intéressant de comparer deux logiques hégémoniques dans l'ordre international, qui est d'une part celle donc, des États-Unis, la vision, disons, occidentale plus largement de l'hégémonie, et qui est celle de la Chine, de la Chine ou plus exactement de l'Extrême-Orient, de l'Asie orientale. La théorie, en tout cas la pratique plus exactement, hégémonique occidentale, a conduit, comme je le disais tout à l'heure, sur les accords multifibres, mais on n'a que l'embarras du choix, nous a conduit en général à imposer un certain nombre de règles, un certain nombre de solutions à des acteurs qui étaient plus faibles dans l'ordre international et à leur demander de bien vouloir nous rejoindre, mais à condition qu'ils baissent réellement la tête et surtout qu'ils aillent dans le sens des intérêts des puissances occidentales tels que nous considérions être nos intérêts. Ça, c'est la vision occidentale qui aujourd'hui est décriée, critiquée, etc. Parce que pendant 5 siècles, nous avons fonctionné comme ça. En face, nous avons un cas intéressant, j'ai pris les dates, en 6 siècles d'Extrême-Orient, c'est-à-dire jusqu'en 1841. 1841, vous voyez, 1839-1842, ce sont les premières guerres de l'opium, donc les opérations militaires occidentales contre l'Empire chinois. Entre 1368 et 1841, c'est-à-dire pendant 6 siècles, il y a eu en Extrême-Orient 2 guerres en tout et pour tout. Il y a eu l'invasion du Vietnam par la Chine et l'invasion de la Chine, qui a duré 10 ans, par les Japonais. Pendant ces 6 siècles, nous avons eu 2 guerres, 2 conflits militaires entre les puissances de la région, Corée, Vietnam, Japon, Chine. Depuis 1842, en l'occurrence, ou 1841-42, la région, l'Extrême-Orient, n'a pas cessé d'être en guerre. C'est-à-dire, ça a commencé avec les guerres de l'opium, et ensuite, jusqu'à une période récente, nous n'avons connu en Extrême-Orient que des guerres. Généralement du fait d'acteurs extérieurs, les puissances coloniales, les États-Unis, le Japon étant allié des Occidentaux à l'époque, et l'Union soviétique. Donc tous ces acteurs extérieurs à la région ont apporté en réalité la guerre. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de conflit militaire, ou très rarement, à cause du système de statut? Pardon, j'ai perdu le fil. J'ai toujours le terme statut qui me vient à l'esprit. De tribu, merci. C'est la fin. De tribu.
le système tributaire, dans le système asiatique, voulait qu'il y ait un acteur dominant, qui en l'occurrence était l'Empire chinois, ensuite un certain nombre de vassaux, dont faisait partie le Japon, la Corée, enfin les différents royaumes coréens, puis le Vietnam, etc. Et qu'il existait ce que les Chinois appelaient une hégémonie bienveillante, c'est-à-dire qu'en réalité, celui qui était l'hégémon principal, donc l'Empire chinois, avait une responsabilité qui était de bien traiter ses vassaux, et non seulement de bien les traiter, mais de leur donner des faveurs, voire les donner au détriment de sa propre puissance. Et ça, bon, vous pouvez aller creuser, il y a des ouvrages très intéressants sur cette période qui décrivent le système tributaire dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était une responsabilité pour l'hégémon de faire en sorte que les intérêts de ses vassaux soient préservés. Il y a un événement qui est un peu passé à la trappe, je dirais, en termes d'attention, en 1997, chez nous, je veux dire en Europe, aux États-Unis, qui a été la crise asiatique. Au moment de la crise asiatique, en 1997, donc là nous avons la Chine populaire, parti communiste, etc., d'accord, nous n'avons plus l'Empire chinois. En 1997, quand il y a eu la grande crise asiatique, la Chine devait dévaluer sa monnaie, devait vendre aussi des devises, ses réserves, une partie de ses réserves de devises sur le marché international, pour pouvoir conserver sa compétitivité dans la région en particulier. Mais faire cela, ça aurait été une atteinte directe aux intérêts, notamment de l'Asie du Sud-Est, mais aussi du Japon et de la Corée. Résultat, les dirigeants chinois ont décidé de maintenir leur situation, donc d'assumer finalement le poids de la crise asiatique pour ne pas finalement se défausser sur les autres États asiatiques. C'est une chose à laquelle, chez nous, on n'est pas du tout attentif, mais les dirigeants asiatiques, en particulier en Asie du Sud-Est et en Corée, sont extrêmement reconnaissants à la Chine parce que cette attitude-là est une attitude du type tributaire, c'est-à-dire qu'en réalité, on reconnaît qu'il y a une puissance dominante. Évidemment, la Chine est une puissance dominante dans la région, mais en même temps, elle est capable de sacrifier une partie de ses intérêts au bénéfice de ceux qui sont moins forts, moins puissants qu'elle. C'est très important parce qu'en réalité, cette fiction, nous sommes dans une fiction, ce plan de l'ordre international, fiction d'égalité des États. Qui va dire que le Vanuatu était égal aux États-Unis ou à l'Europe, et je dirais même pas au Luxembourg. Nous avons 160, je ne sais même plus, on ne compte plus parce qu'on en rajoute régulièrement, 182 peut-être, États aux Nations Unies, qui en théorie sont absolument égaux, en dehors de ceux qui sont plus égaux que les autres, c'est-à-dire les membres du Conseil de sécurité, mais tout le monde est égal. Mais en réalité, à quoi servent ces faux États? Ce sont des faux États. Vous avez un État qui est magnifique, qui s'appelle la Fédération des États de Micronésie. Ça vous dit quelque chose? C'est Guam, c'est toutes les petites îles qui sont dans la région de Guam, donc dans l'est du Pacifique, Fédération des États de Micronésie. C'est un État qui est sous protection, littéralement, des États-Unis. Mais c'est un État qui a un vote aux Nations Unies. Donc, lorsqu'il y a eu l'intervention américaine en Irak et que les Américains ont désespérément cherché des votes, vous avez la Fédération de Micronésie, vous avez le Vanuatu, le Tonga, les Samoa, qui ont voté en masse pour les États-Unis. Mais pour quelle raison est-ce qu'ils ont voté pour les États-Unis? En quoi est-ce qu'ils sont souverains, ces États-là? Donc, nous sommes dans une fiction absolue. Nous avons des vrais États, qui sont les gros États, je dirais, ceux qui ont un poids, et puis nous avons une multitude de petits États qui, en fait, ne sont là que pour alimenter les grands. C'est pour cela, en réalité, que l'on a divisé, enfin ça c'est ma propre vision, mais que l'on a divisé le Sud-Soudan, ou que l'on contribue à la fragmentation des États. Parce que d'abord, le Sud-Soudan, évidemment, on avait préservé l'essentiel des ressources pétrolières du Soudan, en le mettant du côté des puissances occidentales, mais surtout des États-Unis, mais aussi parce que chaque État qui se crée et qui n'a aucune viabilité politique autonome, chaque État est un vote de plus aux Nations Unies au moment où il faut faire voter, même au Conseil de sécurité, avec les membres non permanents, comme on l'a vu en Irak. Donc nous sommes dans une fiction absolue de la puissance. La puissance, l'égalité de puissance n'a aucun sens aujourd'hui. Donc, à la limite, le système tributaire n'est pas un mauvais système. Personnellement, je pense que c'est un bon système. À partir du moment, évidemment, c'est la condition centrale, où l'hégémon accepte de jouer son rôle et donc d'être capable de défendre les intérêts de ses vassaux et pas seulement de défendre les siens au détriment des autres, ce qui, en général, est tout de même le cas, d'abord avec les puissances coloniales, mais aussi avec les États-Unis. Donc, c'est un point important parce qu'en réalité, ces deux théories, qui est la théorie de la stabilité hégémonique américaine, c'est une théorie américaine, et la théorie de l'hégémonie via le système tributaire, en réalité sont les mêmes.
avec simplement une différence de poids qui est la conscience de l'hégémon, de sa responsabilité dans l'ordre international et de sa responsabilité par rapport aux autres. Je passe à la conclusion. Formidable, merci. Alors, vous voyez, je pars tellement, j'ai même pas... Alors ça, c'est juste un exemple, mais il est partial, je reconnais, mais c'est quand même un exemple intéressant de ce que l'on appelle, ce que j'appelais tout à l'heure le sentiment d'injustice. Et là encore, ça n'est pas des jugements de valeur. Nous avons deux événements majeurs dans le XXe siècle. Nous avons le crime de génocide contre les juifs et les tziganes, etc., mais contre le peuple juif d'un côté, et vous avez d'un côté, donc qui est un crime de masse, et vous avez d'un côté une injustice qui est le statut, je dirais la situation des Palestiniens, qui à mon sens est la plus grande injustice, je ne parle pas justement de massacre, etc., mais qui est la plus grande injustice en termes de relations internationales du XXe siècle, puisque vous voyez ici l'évolution de la Palestine de 1946 à 1999, et je n'ai pas la dernière carte, je l'aurais rajoutée, elle serait encore pire. Vous avez effectivement un peuple qui a conquis l'autre, comme je disais tout à l'heure, je parlais avec M. Fournier, un peuple qui colonise, qui officiellement dit, un État, pardon, qui colonise et qui reconnaît qu'il colonise, alors que la colonisation, vous le savez, est condamnée par les Nations Unies depuis 1900, je crois que la résolution date de 1956, il me semble, mais peut-être je me trompe. Donc la colonisation est un phénomène condamné par les Nations Unies, mais nous avons un État qui continue à parler de colonisation. La question n'est pas de savoir si les Palestiniens sont les bons ou les méchants, ou les Juifs et les Israéliens sont les bons et les méchants. La question, elle n'est pas là, je suis toujours dans l'ordre international. Cette situation-là génère un imaginaire incroyable, non seulement chez les Arabes et les musulmans, il ne faut pas se tromper, mais aussi dans beaucoup de pays en voie de développement qui ne sont ni arabes ni musulmans, en termes d'injustice par rapport aux grands, c'est-à-dire par rapport à la capacité, en l'occurrence ici des États-Unis et d'Israël, d'imposer une conquête territoriale, d'imposer la disparition d'un autre peuple, on peut dire, simplement par le fait d'être dominant dans l'ordre international. Et ça, c'est aujourd'hui précisément, et on l'entend partout, ce qui est rejeté de plus en plus par les pays en voie de développement, voire par quelques autres aussi, je veux dire en Asie du Sud-Est par exemple, comme la Malaisie, qui n'est plus un pays en voie de développement. Et c'est un véritable problème parce que c'est ça qui alimente l'imaginaire de l'injustice auquel nous, cet imaginaire-là, il va falloir que l'on trouve une solution. Je ne suis pas très optimiste, mais sur le moyen terme, il va falloir que nous trouvions une solution pour mettre un terme à ce sentiment d'injustice. Et je ne parle pas là que de la Palestine et d'Israël, c'est le cas dans un certain nombre d'autres dossiers. Pour revenir donc à la conclusion, les perspectives, si l'on parle du moyen terme ou du long terme, c'est quoi? La disparition de la puissance, ce que j'avais annoncé en entrée, la disparition de la puissance, ça veut surtout dire la disparition du gendarme international. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acteurs majeurs qui soient capables de contraindre, d'influencer l'un ou l'autre dans les différentes régions du monde, l'un ou l'autre des acteurs. Ce qui veut dire concrètement livrer tout de même la planète à des chaos régionaux, je dirais, parce que personne ne sera capable d'y mettre un terme. Certainement pas les Nations Unies. Les Nations Unies, nous connaissons leurs limites. Je ne parle pas que des casques bleus, mais d'une manière générale, les Nations Unies ne sont pas capables de régler les conflits. Et ça, les pays en voie de développement l'ont compris depuis longtemps de leur côté. Il n'y a pas de solution. Et en même temps, ça signifie, si nous avons un monde sans gendarmes, ça veut dire un monde livré à des conflits ethniques, religieux, sociaux, etc., incessants, qui seront des poches, puisque les grands acteurs seront toujours capables, quelque part, de contenir par les sanctions économiques, etc., mais seront incapables de régler ces conflits-là. La deuxième possibilité, hypothèse, et celle-là est en tout cas en train de se manifester, c'est l'émergence d'un monde bipolaire, c'est-à-dire bipolaire États-Unis-Chine, ce que certains ont appelé le G2 déjà, et l'émergence sur le plan de ce que l'on appelle les architectures de sécurité de deux acteurs concurrentiels, d'un côté l'OTAN, que vous connaissez, et d'un autre côté l'Organisation de coopération de Shanghai, qui à l'origine était le bébé, je peux dire, des Russes et des Chinois en 1996 pour lutter contre le terrorisme, les Russes en Tchétchénie, les Chinois en Xinjiang, et qui petit à petit, au fil des années, au fil des décennies, s'est transformé en une véritable, non seulement architecture régionale de sécurité, avec des essais militaires conjoints, des manœuvres militaires conjointes, etc., mais aussi un ensemble économique, un ensemble énergétique, etc., qui est en train de se constituer sur ce continent qu'est l'Eurasie,
avec, et vous le voyez là, alors vous voyez en bleu les États qui sont membres de l'OCS, et en vert les États qui sont observateurs de l'OCS. Aujourd'hui, nous voyons croître, nous voyons grossir l'Organisation de coopération de Shanghai, avec le Pakistan qui, au dernier sommet de septembre dernier, a demandé formellement à adhérer à l'OCS. L'Inde va suivre probablement l'année prochaine. L'Iran a déjà demandé. L'Iran, le seul blocage institutionnel, c'est le fait d'être sous sanction des Nations Unies. Donc l'OCS n'accepte pas pour l'instant. Mais en réalité, vous voyez bien petit à petit s'étendre le phénomène en Asie. Et pourquoi ce phénomène-là? Parce que si vous prenez l'autre partie, la partie européenne du continent eurasiatique, précisément parce que vous avez l'OTAN. L'OTAN est venue jusque en Asie centrale, à l'époque de la guerre en Afghanistan, avec des bases américaines dans 2 des républiques d'Asie centrale. Elles ont été chassées, difficilement mais néanmoins chassées, par la Chine et la Russie, qui ont réussi à faire pression sur les républiques d'Asie centrale pour qu'elles chassent les bases américaines. Nous avons 2 blocs qui sont face à face et qui sont des blocs militaires aujourd'hui. Évidemment, la puissance des deux est encore très inégale parce que les manœuvres militaires conjointes sino-russes ne sont pas très opérationnelles, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous aurons probablement 2 blocs face à face qui seront l'OTAN et l'OCS, et à ce moment-là, il va bien falloir négocier, je dirais, le plus fort, c'est-à-dire l'OTAN le plus fort militairement pour le moment, va bien être obligé de négocier. Non, c'est pas la bonne. Vraiment... précédent. Voilà. Ensuite, troisième, bon ça c'est une hypothèse à mon avis assez crédible, mais nous verrons dans la décennie qui vient. Troisième hypothèse tout de même, et qui là est beaucoup plus tragique pour nous, c'est le succès de ce que j'ai appelé le djihadisme califère, c'est-à-dire de cet État islamique ou de Daesh qui est en train de croître, de développer son territoire, y compris dans des zones maintenant qui ne sont pas liées, qui ne sont pas contiguës au territoire syrien et irakien, donc comme la Libye aujourd'hui. C'est un mouvement, donc pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les capacités que nous avons globalement, tous ceux qui sont opposés, de réduire le mouvement. Je pense qu'il ne faut pas être très optimiste sur ce plan-là, malgré l'aviation américaine, malgré ce que j'évoquais des Hezbollah ou des mouvements kurdes. Pour le moment, il est difficile de faire face à cette forme de djihadisme, sachant en plus que justement sa grande mobilité fait que même si des poches sont réduites par moment en Irak, on voit qu'il s'étend en Libye comme il pourra s'étendre ailleurs parce que c'est comme les atomes. C'est très, très mobile et en fait ils sont capables de se reconstituer ailleurs. En réalité, en Libye, grâce à nous, c'est Al-Qaïda qui s'est reconstitué en Libye à partir de l'Afghanistan. Quand ils ont été chassés d'Afghanistan et qu'ils se sont retrouvés au Pakistan, ils ont décidé d'aller s'installer dans le sud de la Libye. Donc aujourd'hui, nous avons tellement de territoires qui sont des zones de non-droit. On le voit au Nigeria, on le voit en Somalie, on le voit aujourd'hui dans le sud de la Libye, on le voit dans le Sinaï aujourd'hui. Ces mouvements de djihadisme, de cellules djihadistes plutôt, sont presque impossibles à contrôler aujourd'hui et elles peuvent métastaser même si elles n'arrivent pas effectivement à s'assembler dans un État islamique cohérent. Aujourd'hui, voilà ce que contrôle l'ISIS en rouge. ISIS, c'est Islamic State in Iraq and Sham. Sham, c'est le terme pour le Levant, disons. Syrie, Levant. Donc voilà les zones qui sont contrôlées. Vous voyez qu'ils gagnent aujourd'hui avec ces zones-là, et notamment la région de Tikrit, Beiji, qui est raffinerie de pétrole. Ils contrôlent aujourd'hui, ils ont comme ressources, on dit entre 1 et 3 millions de dollars par jour aujourd'hui, grâce à la vente du pétrole. Mais là encore, replaçons-nous sur le plan économique, ce pétrole, il n'est pas consommé dans l'ISIS, il est acheté à l'extérieur. Donc il va en Turquie en particulier, parce qu'il est évidemment vendu avec des discounts intéressants, ce qui permet d'alimenter. Même à 50 dollars le prix du baril de pétrole, ça reste tout de même intéressant pour alimenter l'ISIS. Et donc, nous avons cette forme de métastase dont aujourd'hui, on ne peut pas garantir que nous serons capables de l'arrêter. De l'arrêter, de contenir peut-être sur certaines zones, mais en tout cas de l'arrêter pour le moment, certainement pas. Je suis décidément pas très doué avec cet appareil. Et dernier point qui, à mon avis, est non moins préoccupant, et on le voit là cette fois en Europe, c'est
C'est la multiplication avec... Bon, on assiste aujourd'hui, vous le voyez aussi bien que moi, lorsque vous lisez, là pour le coup, la presse et surtout les réactions et les commentaires des gens, on a une montée des tensions communautaires parce que on est en train de créer des communautés dans un pays comme la France qui était un pays différent des États-Unis. Si on ne parle que de la France, ce n'était pas un pays qui fonctionnait avec des communautés. Les Américains fonctionnent avec des communautés, c'est leur histoire, c'est leur culture. Aujourd'hui, nous avons une formation de ces communautés en France, comme dans d'autres pays européens. Nous avons une montée des tensions entre les communautés, nous avons une montée on appellera le nationalisme, mais j'ai des doutes sur la validité du terme, parce que je pense que ça n'est pas comme ça que l'on défend la nation non plus, quand on la suicide. Il y a une montée de cette hystérie, de cette forme, excusez-moi, mais d'hystérie collective sur le terme du nationalisme, de la xénophobie, etc., qui nous fait perdre, en fait, effectivement, sur le moyen terme et sur le long terme, les vrais problèmes et les vrais objectifs de ce que nous avons à résoudre. Alors évidemment, les hommes politiques, là je parle en général en Europe, les hommes politiques ne nous aident pas beaucoup dans cette direction, puisque eux-mêmes instrumentalisent ces mouvements d'opinion, ces tensions, etc., pour un bénéfice politique, quel qu'il soit. Tous les hommes politiques fonctionnent de la même manière, mais les opinions publiques tendent à perdre un peu leur rationalité et leur bon sens, je dirais, par rapport à cela. Mais le résultat, effectivement possible, c'est la montée de ces tensions qui se traduisent par des tensions nationalistes. En Europe comme ailleurs, on voit une montée des tensions nationalistes dans d'autres régions du monde, dans le sens où on a un nationalisme éradicateur, c'est-à-dire des régions où l'on essaye d'expulser tous les éléments qui ne sont pas des autochtones ou qui ne sont pas considérés comme des autochtones. On le voit en Asie centrale, on le voit en Afrique, etc. Celui qui n'appartient pas à une ethnie doit quitter la région, etc. C'est la purification ethnique ou religieuse dans certains cas, puisque en Irak, les djihadistes chassent aussi les chiites, par exemple, ou les chrétiens. Donc, c'est de la purification religieuse. Mais en tout cas, le résultat, c'est une montée possible, et voire probable, en tout cas pour une période à venir, des conflits de plus en plus violents, intracommunautaires, entre nationalismes opposés. Et là encore, je pense que la dérive, si l'on regarde les 15 dernières années, la dérive est très forte dans ce sens-là, et que nous n'avons pas beaucoup de raisons aujourd'hui d'être très optimistes sur ce point-là, si nous n'avons pas des dirigeants sages, des dirigeants raisonnables, qui essayent de gérer autre chose, je parle dans l'ensemble des dirigeants, qui essayent de gérer autre chose que leur carrière politique, et qui essayent surtout de gérer la stabilité d'un pays, la cohabitation à l'intérieur des États européens. Et il y en a chez qui ça marche à l'évidence mieux que d'autres, mais en tout cas, il y a une vraie menace sur ce plan-là, et la menace, elle est mortelle, y compris pour l'Union européenne. Personnellement, je pense que l'Union européenne ne survivra pas sur le moyen terme à une multiplication de ces conflits nationalistes. On voit même des États, vous avez vu la Grèce récemment, qui est prête à répondre aux sirènes, peut-être à juste titre, de la Russie, qui lui dit « mais puisque vous êtes brimés par les Européens, après tout, rejoignez-nous du côté russe ». Pourquoi pas ? Je veux dire, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le Premier ministre grec, pourquoi pas ? Si l'on nous martyrise d'un côté, quelles que soient les responsabilités des Grecs, si on nous martyrise d'un côté, nous avons une alternative. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui était le cas il y a 30 ans, il y a des alternatives. C'est ça qui est nouveau aussi dans l'ordre international. Autrefois, nous avions les États-Unis et les États-Unis. Il y a 30 ans, les années 80. Voilà, il y avait l'URSS, mais ça ne faisait rêver personne. Aujourd'hui, nous avons des alternatives. Les Russes ont de l'argent, même s'ils l'empruntent aux Chinois. Les Chinois ont de l'argent. Les Indiens, les Brésiliens. Il y a des pays aujourd'hui qui ont les moyens, effectivement, d'attirer dans leur filet, en termes d'influence, un certain nombre d'autres États qui sont mis à mal par les Occidentaux. Les Européens ou les Américains, peu importe. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté si longuement. Merci beaucoup. On ne vous aurait jamais arrêté, donc on a les clés techniques, on peut rester le temps qu'il faut, donc on a le droit de poser des questions intelligentes seulement. Mais avec le flot d'informations que vous nous avez donné, on va digérer et on va vous envoyer les questions par mail. Pas de problème. Pas de problème. Les assimiler. Est-ce que la Turquie peut jouer un rôle quelque part ? Est-ce que la Turquie peut jouer un rôle quelque part ? Entendez-vous bien la question.
Pardon, qui a posé la question? Ça me permet de regarder. Alors tout dépend du rôle et du quelque part. Pardon? C'est tout près de chez nous que ça se passe. Ah, c'est tout près de chez nous, oui, la Turquie. C'est très très près. La Turquie, elle joue déjà un rôle. C'est pour ça que je vous demande le quelque part, parce qu'elle joue déjà un rôle. Elle a joué plusieurs rôles ces dernières années. Quand elle a été définitivement convaincue, le gouvernement en place et le parti au pouvoir, l'AKP est définitivement admis, je dirais, l'idée que jamais ils ne seraient acceptés dans l'Union européenne. Et ça, c'est l'époque de Nicolas Sarkozy, quand il a fait une déclaration malheureuse, alors que Jacques Chirac, lui, a toujours dit les Turcs finiront dans l'Union européenne. Nicolas Sarkozy, un jour, a fait une déclaration malheureuse en disant, en gros, ça n'arrivera jamais. Donc, ils ont compris, ils n'ont pas besoin de dessin, ils ont compris qu'effectivement, a priori, ça n'arrivera jamais. À ce moment-là, ils se sont repliés d'abord vers leurs voisins arabes, ce qui était un peu compliqué vu les relations traditionnelles de ce que les Arabes appellent les Ottomans encore aujourd'hui, entre les Ottomans et les Arabes. Ça a été une relation très compliquée. Vous avez peut-être suivi du coup l'attitude, disons, du gouvernement turc au moment des révoltes arabes. Le président turc, Premier ministre, pardon, Erdogan, a été le premier à aller en Tunisie après les révoltes arabes. Il a été le premier à aller en Égypte. Il a essayé de fédérer un peu certains pays arabes autour de lui, avec évidemment un problème majeur, c'est l'hostilité ouverte de l'Arabie saoudite. Pour l'Arabie saoudite, pour les Saoudiens, la Turquie, c'est l'anti-modèle. C'est-à-dire un islam, je parle jusqu'à l'arrivée de l'AKP quelques années après, un islam laïque, un pays musulman mais laïque, c'est une terreur pour les Saoudiens. Ils détestent la Turquie. Donc, ils ont buté sur l'hostilité de la Turquie. Et puis, évidemment, après, nous avons vu arriver au pouvoir les frères musulmans en Égypte, Ennahda en Tunisie, pardon. Résultat, c'est que l'offensive arabe de Erdogan et des Turcs s'est un peu diluée, là aussi, dans les sables tunisiens et égyptiens. Et donc, il a essayé de se tourner vers l'Iran, ce qui n'est pas tout à fait terminé, pour essayer de nouer une relation privilégiée avec l'Iran, mais enfin, entre Ottomans et Perses, ce n'est pas beaucoup plus facile qu'avec les Arabes. Et ensuite, il a fait ce choix tragique, à mon avis, qui a été de vouloir absolument le renversement de Bachar al-Assad et donc de soutenir les islamistes, les différents mouvements, notamment le Front al-Nosra, contre Assad. Ce qui s'est retourné contre lui parce que justement, il a aussi une population musulmane. La Turquie, c'est un pays musulman. Donc, c'est un pays musulman dans lequel, au fil des dernières années, sous le poids de l'AKP, avec la politique de l'AKP et de Erdogan, on a fait revenir à la surface les valeurs traditionnelles, des valeurs religieuses. On a vu le voile, le débat sur le voile, etc. Il y a eu une montée de l'identité religieuse turque. C'était un très mauvais choix stratégique de la part des Turcs de vouloir justement instrumentaliser des islamistes sur leurs frontières alors qu'eux-mêmes ont une population, dans leur immense majorité musulmane, et sensible à un discours plus traditionnaliste. Donc aujourd'hui, la Turquie est étranglée entre les Européens qui ne veulent pas d'elle, les Arabes qui ne veulent pas plus d'elle, les Iraniens qui continuent à faire la fine bouche, et les Américains avec lesquels les relations sont quand même assez compliquées, même si la Turquie appartient à l'OTAN. Donc les Turcs, pour être honnête aujourd'hui, vous disiez quelque part, je dirais, ils ne savent plus où ils habitent aujourd'hui pour le moment. Et ils ont un peu tout essayé et ça reste très très compliqué. La seule chance de la Turquie, la seule force de la Turquie aujourd'hui, c'est son poids économique. C'est-à-dire la Turquie est un pays émergent, au même titre que l'Afrique du Sud ou que le Brésil. En réalité, la Turquie est un vrai pays émergent aujourd'hui, un pays industrialisé, etc. Ça lui donne un poids qu'effectivement, elle n'a pas, sur le plan politique dans son environnement régional. Une autre question intelligente? Oui. Intelligente, je ne sais pas. Quelle est la perception chinoise de la montée de l'islamisme entre guillemets? Quelle est la perception chinoise de la montée de l'islamisme ici et là? Je vous remercie de me poser la question, ça me permet de parler encore. C'est un point intéressant que j'aurais dû aborder d'ailleurs en matière de puissance. Quand l'on parle de la Syrie, donc ce qui s'est passé autour de la Syrie, ce qui est intéressant, c'est de voir d'un côté la politique européenne et accessoirement américaine, et de l'autre côté la politique russe et la politique chinoise. Les Européens, comme je le disais tout à l'heure, sont partis dans une politique, les Allemands avec beaucoup plus de prudence comme toujours, mais d'une manière générale, une politique basée sur l'idéologie, le droit de l'hommisme, l'humanitaire, etc. Bref,
complètement à côté de la plaque pour dire les choses. Les Russes et les Chinois, je veux dire à côté de la plaque, excusez-moi, par rapport à l'intérêt national qui est celui des États européens sur le moyen terme. Les Russes et les Chinois ont une réaction très simple. Ils n'ont pas d'affection, et ça en tout cas pour les Chinois c'est clair, particulière pour le régime de Assad, mais ils savent une chose, c'est que les Russes ont une région qui s'appelle la Tchétchénie, qui est un peu compliquée, qui n'est pas très loin de la Syrie, à vol d'oiseau, et les Chinois ont une région qui s'appelle le Xinjiang, région autonome ouïghour du Xinjiang, qui est très agitée par les mouvements islamistes, qu'en Syrie, enfin maintenant chez Daesh, il y a 300 combattants ouïghours, donc chinois, ouïghours, on les a vus même sur des films sur YouTube, et que en réalité, la menace, le développement, disons, de cet État islamique ou de Daesh, etc., et de ces mouvements djihadistes dans la région est un soutien direct pour les Tchétchènes. Les Tchétchènes sont en Syrie, ils sont, je dirais, massivement, entre guillemets, en Syrie. Je peux vous dire, j'étais au Liban la semaine dernière, qu'ils sont considérés comme les plus féroces de tous les combattants qu'il y a aujourd'hui chez les islamistes. Apparemment, ils seraient même pires que Daesh. En tout cas, ce sont des brutes. Et ils sont très nombreux, ils sont plusieurs centaines, et aujourd'hui, ils sont très près de la Russie, c'est-à-dire la Tchétchénie. Donc les Russes et les Chinois ont fait un calcul stratégique très simple. Ils ont dit, voilà, nous avons un ennemi qui en réalité est le même que le nôtre, c'est l'islamisme radical, c'est le djihadisme, parce que nous aussi, nous avons nos musulmans, je précise, nous aussi, on en a en Europe, et eux ont choisi de soutenir le régime de Assad contre les islamistes, et nous avons soutenu la résistance contre le régime de Assad. Donc deux calculs stratégiques radicalement différents en termes de rapport à l'influence, à la puissance, et qui pour les Chinois et les Russes certainement est extrêmement préoccupant aujourd'hui. Pour le moment, ils n'ont pas beaucoup de résultats, si ce n'est qu'ils ont soutenu à bout de bras le régime de Assad. Et aujourd'hui, ni les Russes ni les Chinois ne veulent voir le régime de Assad tomber entre les mains de Al-Nosra ou de l'État islamique. C'est une évidence. Et du côté occidental, nous sommes toujours dans l'apparence, dans l'affichage, puisqu'on nous dit, mais si le régime de Assad tombe, nous allons avoir la résistance démocratique qui va prendre le pouvoir. Mais la résistance démocratique, je peux vous le dire, aujourd'hui, elle est dans les grands hôtels de Genève et de Londres, c'est-à-dire les universitaires qui, pour certains, sont français, vous le savez, qui vivent depuis très longtemps en France. Le problème n'est pas le fait qu'ils soient très sensibles aux droits de l'homme, etc. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais ils ne représentent que les hôtels de Genève et de Londres. Sur le terrain, ceux qui tiennent le terrain, comme à Benghazi autrefois, à l'époque de la guerre en Libye, on l'a assez dit aux dirigeants français, ceux qui tiennent le terrain, ce sont les djihadistes. Donc si le régime demain de Assad tombe, nous aurons des djihadistes au pouvoir à Damas. Et je ne pense pas que ce soit l'intérêt ni des Européens, ni évidemment des Russes et des Chinois. Mais eux ont des calculs rationnels en termes stratégiques. Bon, merci. Merci.